maintenant vers Christiane Ferral-Schul. Votre présence ici est l'occasion, je crois, d'approfondir certaines notions. Et votre regard de praticienne très expérimentée nous intéresse au plus haut point. Et au regard du contexte qui entoure ce texte et qui lui a permis d'émerger, nous aimerions recueillir vos sentiments sur à la fois sa potentielle longévité, mais aussi si vous pouviez nous indiquer quelles seraient selon vous à la fois quelques améliorations, quelques écueils, en prenant peut-être un ou deux exemples. Nous serions ravis de pouvoir vous entendre sur ces sujets-là. Merci. Invitation. C'est toujours un honneur d'intervenir dans cette assemblée. Je voudrais tout d'abord rebondir sur votre introduction, Laure, parce que je crois que le fond du problème, toutes les questions liées aux données personnelles, à la vie privée, reposent sur un comportement schizophrène des citoyens. Prenez l'exemple du métro. Nous ne souhaitons pas, évidemment, que l'on sache qu'on est parti de la station Solferino pour se rendre à tel autre endroit. Mais s'il nous arrive quoi que ce soit, on se demande pourquoi on n'est pas capable d'identifier finalement le trajet de l'agresseur. Et ça, c'est permanent. Vous l'avez dans vos immeubles respectifs où vous ne voulez surtout pas que votre voisin sache à quelle heure vous êtes rentré, mais vous voulez savoir pourquoi la caméra n'a pas fonctionné lorsque vous avez été cambriolé. Et je pense qu'il faut garder présent en tête le fait que chaque citoyen dans le monde, quelle que soit sa nationalité, a ce problème. Le deuxième élément, c'est que la notion de vie privée n'est pas du tout la même dans les différents pays. Elle est totalement différente, par exemple, en Grande-Bretagne et en France. Et vous noterez que la vie privée n'est pas définie, ne fait l'objet d'aucune définition légale. Vous avez pourtant l'article 9 du Code civil qui est un article fondamental qui vous assure la protection de la vie privée, sauf qu'on ne vous dit pas ce qu'est la vie privée. Et la vie privée a évolué à travers les siècles. D'ailleurs, il y avait une époque où on pouvait se baigner nu dans la Seine, ça ne choquait personne. Donc, c'est vous dire que tout cela évolue et qu'on est quand même dans des contours qui, géographiquement, culturellement et autres, ne sont pas définis et on essaie de réglementer les choses. Ajoutez à cela que l'extraterritorialité de ces textes interroge. Et d'ailleurs, nous en avons un bel exemple avec ce qu'on appelle le RGPD chinois, qui finalement est en miroir de tout ce qui a été fait par le RGPD européen et qui vient, non pas se contredire, mais on voit bien que si on met en œuvre l'extraterritorialité, on arrive à des situations extrêmement complexes. Pour autant, le RGPD a marqué les esprits, marque des avancées qu'il faut saluer. Et tous les textes qui vont avec, tout ce qui est en lien avec la protection de la vie privée de manière générale. Et on voit bien qu'ici et là émergent des textes dans les différents pays, plus ou moins adaptés. Et nous sommes au cœur de cette problématique. Pourquoi ? On va passer au slide 2, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas qui maîtrise... Voilà, donc slide 2. J'ai essayé, comme Laure, de faire une présentation en anglais, mais je m'exprime en français pour les mêmes raisons que celles qu'elle a indiquées. Alors, nous avons aujourd'hui l'adoption d'une nouvelle décision d'adéquation près de 3 ans après l'invalidation du Privacy Shield, qui a été très bien exposé tout à l'heure, qui a été expliqué. Il faut avoir en tête que l'organisation None of Your Business n'a pas attendu longtemps pour critiquer et contester ce nouvel accord, qui a été, je le rappelle, il date du 10 juillet 2023, donc très récent, le jour même.
cette organisation autrichienne de protection de la vie privée, dont le fondateur est Maximilian Schrems, dont on vous a abondamment parlé, et qui est l'une des figures emblématiques de la question des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc, c'est manifesté, évidemment. Je rappelle que Maximilian Schrems est à l'origine de l'invalidation, comme cela a été indiqué précédemment, de 2 décisions d'adéquation, mais que nous devons avoir présent à l'esprit pour comprendre le texte d'aujourd'hui, le fameux Data Privacy Framework. Donc, le jour même de sa publication, l'organisation None of Your Business a publié un communiqué de presse émettant des réserves et considérant que le Data Privacy Framework était en fait très largement inspiré par le Privacy Shield, qui avait donc été invalidé en 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et celui-là résultait déjà de l'invalidation du Safe Harbor. Ne hochez pas la tête, vous aurez un examen tout à l'heure pour reprendre les 25 années qui se succèdent. Donc, il y a quelques dates à bien conserver présentes à l'esprit. On passe au slide 3. Alors, pour rappel, le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour rappel, Maximilian Schrems, donc ce citoyen autrichien, militant pour la protection de la vie privée, avait déposé une plainte auprès du Data Protection Commissioner en lui demandant d'interdire à Facebook Ireland de transférer aux États-Unis ses données personnelles. Et la raison tenait tout simplement au fait qu'il considère que les lois américaines ne bénéficient pas d'un niveau de protection suffisant. Donc, la première question qui s'est posée était de savoir si la décision relative à l'adéquation de la protection assurée donc, par le Privacy Shield assurait ce fameux niveau de protection adéquat et proportionné. Et la seconde partie portait sur la validité de la décision relative aux fameuses clause contractuelle type, qui, pour le transfert des données à caractère personnel, qui était une manière de s'assurer qu'on était bien dans cette adéquation et d'équilibre d'un pays à l'autre. La Cour de l'Union européenne a jugé que les clauses étaient valables, mais qu'elles ne suffisaient pas à elles seules pour transférer les données vers les États-Unis. Et sur l'adéquation de la protection assurée par le Privacy Shield, la réponse a été catégorique, négative, et la décision d'adéquation a été invalidée. Ce qui a eu pour conséquence de placer les États-Unis dans la même position qu'un pays n'offrant pas un niveau de protection adéquate. Donc, l'invalidation du Privacy Shield a fait tout simplement voler en éclats le cadre qui permettait de transférer en toute légalité les données de part et d'autre. Donc vous imaginez la situation dans laquelle se sont trouvées toutes les entreprises qui se sont même retrouvées en situation d'illégalité. Alors aujourd'hui, me direz-vous, un accord a été trouvé. Mais des questions se posent déjà sur la pérennité de cette décision. Donc on passe au slide suivant. La décision d'adéquation a une survie incertaine. Pourquoi ? Parce qu'avant même sa publication, le projet de décision avait fait l'objet de vives préoccupations de la part de la European Data Protection Board. Cette institution avait salué évidemment les progrès qui avaient été faits. Encore une fois, n'oublions pas qu'on reprenait pour l'essentiel des dispositions du Privacy Shield, mais il notait quand même qu'un certain nombre de principes restaient essentiellement justement les mêmes que le Privacy Shield, qui lui-même avait été invalidé. Donc en gros, on refait la cuisine avec les mêmes ingrédients et on se heurte aux mêmes difficultés. La question qui se pose, c'est de savoir si les améliorations qui sont apportées sont suffisantes pour contrebalancer les difficultés rencontrées. Slide suivant. Donc, à ce titre, certaines préoccupations subsistent. Par exemple,
Il y a toutes celles qui sont liées à certaines exemptions au droit d'accès, l'absence de définition clé, le manque de clarté quant à l'application des principes du texte aux sous-traitants, à la large exemption au droit d'accès pour les utilisateurs publics, par exemple, l'absence de règles spécifiques sur la prise de décision automatisée, sur le profilage. Donc, vous voyez, on touche quand même à des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse précise, et les exemptions posent un problème sur tous ces points. Et puis, il y a également des inquiétudes quant à l'absence d'exigence d'autorisation préalable d'une autorité indépendante pour la collecte des données en masse. Et de même, il y a également une inquiétude quant à l'absence d'examen indépendant systématique ex post par un tribunal ou par un organisme indépendant équivalent. Et puis, vous avez un problème fondamental qui ne pourra pas être réglé tant que les États-Unis ne modifieront pas leur réglementation. Et là, on retrouve toute la philosophie de la protection de données. Il faut savoir et il faut comprendre qu'il y a un choc de culture juridique sur la protection des données personnelles. Nous l'avons dans d'autres domaines du droit, par exemple l'exception de copie privée. En matière de données personnelles, il n'y a pas la même compréhension de ce que sont les données personnelles, la vie privée, aux États-Unis et en France, les questions culturelles que j'ai évoquées en introduction. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne place au cœur de ses préoccupations la protection des données de ses citoyens. En face, vous avez les États-Unis qui ne prévoient aucune garantie en tant que telle au niveau fédéral. Alors, bien sûr, il y a des initiatives locales qui existent, et je vais les rappeler, et qui commencent à se mettre en place. Donc, il faut savoir que c'est aussi l'influence de tous ces textes européens qui commencent à jouer. Vous avez, par exemple, le California Consumer Privacy Act, qui est l'équivalent du RGPD, mais dont le champ d'application va être différent, puisqu'il ne va viser que les consommateurs et que les ménages californiens. Par exemple, toutes les autres personnes, les employés, les administrés, les patients, par exemple, ne sont pas protégés par ce texte s'ils ne sont pas californiens. De même, vous avez le Colorado Privacy Act qui va s'appliquer aux entreprises et aux organisations qui traitent des données personnelles, mais uniquement pour les personnes qui habitent le Colorado. Et dans certaines conditions. Par exemple, si elles contrôlent ou traitent des données personnelles d'au moins 100 000 consommateurs. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de conditions et qu'on n'arrive pas, malgré ces textes qui ont vocation à venir consolider les objectifs des textes européens, on ne retrouve pas l'équivalent, ou alors c'est d'une application très locale. Donc, en d'autres termes, certains États sont plus ou moins sensibles à la politique de protection des données personnelles, mais aux États-Unis, vous ne trouverez donc aucune loi fédérale régissant la manière dont les données doivent être stockées, dont elles doivent être traitées, et les lois et réglementations à la matière vont devoir être extraites des protections instituées par le 4e amendement contre les perquisitions et saisies illégales, donnant ainsi une possibilité aux différents États aux États-Unis d'adopter leur propre législation. Alors, par ailleurs, dans le cadre de cet accord, le 7 octobre 2022, Joe Biden a signé un décret présidentiel qui institue les conditions d'un cadre juridique pour l'application de ce texte, permettant un encadrement des services de sécurité américains dans la surveillance des données provenant des Européens. Et vous savez que ces décrets peuvent être remis en cause. Ce sont des décrets, donc ils peuvent effectivement être annulés, modifiés, remplacés par de nouveaux décrets présidentiels. Et il nous faut avoir en tête la perspective des élections de 2024,
avec le risque que finalement ce décret soit tout simplement révoqué ou modifié à la suite des prochaines élections. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, il y a une conception de proportionnalité qui va être différente de celle de cette notion de proportionnalité européenne. Concernant la décision en tant que telle, vous savez que les différends relatifs à la section 702 du FISA n'ont pas été résolus par les États-Unis. La Cour de justice européenne avait estimé que la surveillance massive prévue par ce texte de loi n'était pas proportionnée au sens de la Charte des droits fondamentaux qui prévoit que toute limitation des exercices des droits et libertés doit être proportionnée. Donc, on est également sur le terrain de la proportionnalité en présence de définitions qui diffèrent d'un pays à l'autre entre les États-Unis et l'Union européenne. Et le décret du président se réfère au principe de proportionnalité et de nécessité et va en dresser une liste qui va être interprétée au regard de la perception américaine. D'où un décalage, évidemment. Alors, le décret ne s'applique pas aux données auxquelles les autorités publiques accèdent par d'autres moyens, par exemple grâce à la loi américaine sur le Cloud Act, l'informatique en nuage, pour rester francophone, ou à la loi antiterroriste, plus connue sous le nom de Patriot Act, donc pour l'achat de données commerciales ou tous les accords de partage volontaire de données. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on se trouve en présence d'un nouveau mécanisme de recours pour les citoyens européens. Il était reproché au Privacy Shield Act de ne pas prévoir de possibilité pour un citoyen d'exercer directement un recours. Le recours passait par un mécanisme d'ombudsperson, c'est-à-dire au médiateur chargé de faciliter le traitement des demandes d'individus de l'Union européenne concernant toutes les questions d'accès, de sécurité nationale aux données transmises entre l'Union européenne et les États-Unis. Le décret qui nous intéresse prévoit 2 niveaux de recours. Une plainte, tout d'abord, devant un officier de protection des libertés civiles, qui est chargé de veiller au respect de la vie privée et des droits fondamentaux par les agences de renseignement américains, et puis la possibilité de faire appel de cette décision devant la Data Protection Review Court. Donc là aussi, Maximilien Schrems monte au créneau pour dire « j'émets des réserves sur ces éléments, et notamment sur la création de la Data Protection Review Court, qui, selon lui, n'est pas une juridiction. Ça serait un organe qui relève du pouvoir exécutif du gouvernement américain, avec comme résultat qu'il serait impossible d'interjeter appel ou de contester cette décision. La procédure de recours, effectivement, ne prévoit pas de voie de recours devant une cour fédérale, et donc il est impossible pour le plaignant de réclamer des dommages et intérêts. Donc, pour cette raison, la Data Protection Review Court ne satisferait pas aux normes d'indépendance et d'impartialité prévues par la Charte. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous sommes donc en présence d'une décision qui a ici déjà été contestée devant les juridictions européennes. Alors, monsieur le député, en septembre dernier, vous avez saisi la Cour de justice de l'Union européenne de 2 recours avec la volonté de faire annuler... Pardon ? Ah oui. Pardon. De faire annuler le Data Privacy Framework, estimant que la décision d'adéquation portait atteinte à ces droits était ni conforme au RGPD ni à la Charte
des droits fondamentaux de l'Union. L'un de ces recours, le recours en référé, a été rejeté le 12 octobre par la Cour de justice de l'Union européenne, qui n'a pas contesté l'urgence de faire annuler le Data Privacy Framework. Et l'autre recours a notamment été déposé sur plusieurs moyens. Je les rappelle. L'insuffisance des garanties du respect de la vie privée et familiale au regard des collectes massives et en vrac de données à caractère personnel, l'absence de garantie d'un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal indépendant, l'absence d'encadrement des décisions automatisées, les manques de garanties relatives à la sécurité des données traitées, au motif que le droit états-unien ne prévoit que des mesures vagues, mais pas d'obligations précises en la matière, s'imposant aux opérateurs transformant des données. Donc, l'organisation None of Your Business a, dès la publication, de son côté, dès la publication de la décision d'adéquation, annoncé qu'elle allait contester la décision, et nous savons qu'un recours va être déposé. Et pour finir, la décision d'adéquation va faire l'objet d'examens périodiques effectués par la Commission européenne en collaboration avec des représentants des autorités européennes de protection des données et des autorités américaines compétentes. Le premier examen va avoir lieu dans l'année qui va suivre l'entrée en vigueur de la décision d'adéquation, et cela devrait logiquement conduire à une première révision de la décision. En tous les cas, et pour répondre à la question que vous avez posée, Laure, on voit bien ici qu'on est sur une troisième réédition d'un texte, encore une fois, qui reprend beaucoup de dispositions du Privacy Shield, qu'on retrouve certains des points qui avaient été critiqués, que les recours abondent. Donc, il va bien falloir trouver une solution parce que les entreprises ne peuvent pas rester dans ce no man's land et les clauses contractuelles type n'apportent pas de réponse satisfaisante. Et dans une économie, je dirais, où on fait appel en permanence à l'interférence des données personnelles, des informations qui transitent d'un continent à l'autre, il est absolument impératif d'arriver à trouver un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun se réduit, évidemment, j'ai envie de dire progressivement, dans la mesure où on essaie de colmater les brèches sans arriver à une solution pleinement satisfaisante. Mais je reboucle avec mon introduction en disant oui, mais nous sommes dans des mondes où culturellement la notion de vie privée n'est pas la même et on essaie sur un périmètre qui est non défini d'arriver à trouver les moyens de contrôler et répondre à ce besoin du citoyen de contrôler ses propres données et de pouvoir avancer sereinement dans un monde en plein bouillonnement. Merci de votre attention.